Et si je vous disais que la plus grande licorne française n'est ni un géant de la tech, ni une star du luxe, ni même un champion du divertissement? Je parle d'une institution qui gère aujourd'hui un budget de plusieurs milliards d'euros, dépassant la plupart des GAFAM et même le PIB de certains pays, alors même qu'elle n'a pas levé un seul euro de capital risque, n'est pas cotée en bourse, voire même n'a jamais vendu une seule publicité. Je vous parle d'une entité surpuissante économiquement et qui pourtant se retrouve vivement critiquée par tous les plateaux télé mainstream liés au business et à la finance. Car elle présente un bilan négatif tous les ans. Je vous parle d'un nom que tout le monde connaît mais que personne ne comprend. Cette licorne, c'est la sécurité sociale et son business model, c'est vous. Ah, cette bonne vieille sécu. La carte vitale qu'on scanne sans trop savoir pourquoi quand on va acheter du paracétamol. Les cotisations qu'on paie tous les mois et qu'on confond systématiquement avec un impôt. Son fameux trou qui fait le fonds de commerce des politiciens depuis 30 ans sans jamais qu'il nous soit expliqué. N'ayez crainte, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est réellement la sécurité sociale, avec un angle centré sur son rôle dans l'économie française et son organisation concrète. Je vais la traiter un peu comme une entreprise, et cette vidéo ce sera un peu comme une analyse business. Même si je vous le concède, l'appeler une licorne comme dans le titre, c'est un peu abusif. Je ne pourrai malheureusement pas être exhaustif, vous allez vite comprendre vu l'immensité du colosse qu'on a entre nos mains, mais j'espère que vous allez trouver cette vidéo suffisamment intéressante et informative. Et pour contextualiser le tout, il va falloir parler de l'histoire de la sécurité sociale. Nous sommes en 1945. La France vient d'être libérée de l'occupation allemande et se profile des jours de paix. Cependant, tout est à reconstruire. Les villes, mais aussi les personnes, qui sont toujours très affectées par la guerre, sur un plan matériel, physique et psychologique. Il faut donc trouver un modèle politique neuf pour remplacer l'influence résiduelle de l'idéologie du Reich. Et il faut instaurer un nouveau paradigme économique pour soutenir tout cet effort de réédification. Ont donc lieu entre 1945 et 1946 deux assemblées constituantes composées de trois grandes forces issues de la résistance française. Un bloc communiste très influent, un bloc socialiste solidement implanté et un bloc démocrate chrétien proche de De Gaulle. Ces débats aboutiront à l'adoption de la Constitution du 27 octobre 1946 qui fonde la 4e République française, faisant suite au gouvernement provisoire de la République française. Dans les couloirs de cette nouvelle République, un seul mot est sur toutes les bouches: l'État-providence. Tout en maintenant une économie de marché, l'État entend orienter le développement économique par une planification de grande ampleur et par la prise de contrôle de secteurs stratégiques. Cette planification s'appuie sur des plans de relance et d'industrialisation comme le plan Monet, afin de reconstruire l'appareil productif et de créer des richesses nécessaires à de profondes transformations sociales. C'est dans ce cadre que seront créés ou nationalisés de nombreux services publics: l'INSEE, la Banque de France, EDF, le CEA, Air France. Mais surtout, c'est à cette époque qu'émerge l'une des plus grandes innovations sociales françaises, la sécurité sociale. Le projet est initialement l'œuvre de deux hauts fonctionnaires français, Pierre Laroque et Alexandre Parodi. Ils avaient déjà essayé de pousser des plans de nationalisation sous le premier régime de Vichy en 1940, sans succès. Ils ont été expulsés du gouvernement, le premier à cause d'origine juive supposée et le second pour des oppositions au régime. Ils rejoignent tous deux la résistance, portant le même projet au Conseil national de la résistance qui intègre à son programme un plan complet de la sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence. Ce qui donne lieu à l'été 1943 à une commission de parlementaires et de médecins menée par le communiste Ambroise Croizat.
C'est donc en réalité un travail collectif de plusieurs années mêlant des fonctionnaires, des politiques, des syndicats et des professionnels du terrain qui crée la sécurité sociale telle qu'on la connaît. En sortie de guerre, ce projet est soutenu par les 3 grands partis de la Libération et bénéficie de l'aide de la Confédération Générale du Travail, la CGT, pour son implémentation sur le terrain. Son objectif est simple, assurer à chacun un niveau de vie minimal dans des cas d'interruption de la vie professionnelle. Alors évidemment, on pense tous à la maladie, mais ce sont aussi des couvertures en cas d'accident du travail, ou bien tout simplement de la vieillesse. 2 logiques de gestion se confrontent dès 1945. Des militants cégétistes et anciens résistants poussent pour une autogestion populaire de la Sécu, face à un État qui cherche à en prendre le contrôle. À l'issue de ces tensions, le principe fondateur de l'institution passe de « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins », inspiré du célèbre mantra communiste, à un nouveau slogan « chacun paye selon ses moyens et reçoit selon son niveau de risque », affirmant ainsi une logique assurantielle à la sécurité sociale. Des tensions existent aussi au sein des différentes classes sociales et professions. Au départ, l'assurance maladie ne concerne que les employés et non les indépendants, condition qui sera supprimée en 1978. De la même manière, la direction confédérale souhaite étendre le régime général à tous les corps de métier dans une logique universaliste. Et elle fait face à la réaction de certaines corporations qui souhaitent maintenir des régimes spéciaux. Dans son histoire passée comme présente, la sécurité sociale est le terrain de forte conflictualité. Mais la Sécu persiste dans le temps. Elle connaît le passage à la Ve République. Elle se réforme et se développe au fur et à mesure des décennies et des changements sociaux. En 1958, le système national d'assurance chômage est fondé par les syndicats d'employeurs et de salariés sous l'impulsion du général de Gaulle. Et elle se place dans l'écosystème de la sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est une institution phare dans le paysage social et politique en France, mais qui se retrouve pourtant sous le feu de vives critiques. On l'accuse de ne pas délivrer les services promis malgré des taux de prélèvement records. On l'accuse d'alimenter un État obèse qui fait trop de dépenses sociales inutiles et qui creuse la dette. Dans les prochains chapitres, je dissèque point par point son fonctionnement et je l'analyserai pour ce qu'elle est vraiment. La sécurité sociale n'aura plus aucun secret pour vous. Déjà, la sécurité sociale, c'est vaste et ça recouvre en fait 6 différentes branches qui sont la branche santé, l'assurance maladie, la branche vieillesse qui gère les retraites, la branche accident du travail et maladies professionnelles, la branche famille qui vise à réduire les inégalités de niveau de vie entre les familles, la branche autonomie qui gère les dépenses liées à l'autonomie des personnes âgées et les personnes handicapées, et enfin la branche recouvrement qui sert à la perception et la distribution des cotisations sociales pour les autres branches. Pour comprendre, repartons un peu de ce qu'on paie nous en tant que contribuables. Imaginons que vous soyez payé 3 000 € par mois. Sur ces 3 000 €, environ 700 vont partir en cotisations sociales, ce qui est beaucoup. C'est légitime de se demander où va tout cet argent. Et alors, contrairement à cette fausse intuition qu'on entend souvent passer, non, tout ne part pas dans la santé. N'est-ce pas l'ONLV ? Faire un calcul très simple. Ok, 2500 € de salaire pour un mec moyen, il y a 700 € qui partent dans la sécurité sociale. 700 € par mois pour une assurance. En vérité, environ 40% part pour la branche santé, soit 280 €, 26% pour la branche des retraites, soit 182 €, 10% pour la branche famille, 70 €, 8% pour la branche chômage, 56 €, et après d'autres prestations diverses. La mise en commun de toutes ces cotisations fonde les recettes du budget de la sécurité sociale. Et quant aux dépenses, elles viennent alimenter les 5 branches de prestations qu'on a vues précédemment et s'élever en 2023 à environ 683 milliards d'euros, soit environ 22% de la richesse nationale. Ok, fin des présentations. J'aimerais citer la première force, le premier avantage injuste de la sécurité sociale, mais qui pourrait être vu comme un désavantage selon en fait vos intérêts de classe. Ce que j'aimerais citer, c'est l'objectif égalitaire de la sécurité sociale. La Sécu, elle veut en fait créer une unité sociale dans le pays,
favoriser le vivre ensemble en dépassant les inégalités de richesse des individus. Vous vous souvenez du mantra ? Chacun contribue selon ses moyens et perçoit selon ses besoins. Ainsi, si on prend l'exemple de la santé par exemple, tout le monde a accès en théorie aux mêmes services, et ce, peu importe ses revenus. Et les cotisants contribuent à la hauteur de leurs moyens. Plus ils gagnent, plus ils contribuent en proportion de leurs revenus. Et c'est là qu'on en revient à cette histoire de classe. Les cotisants les plus aisés surpayent leurs services entre guillemets. Ils cotisent plus que le montant qu'ils bénéficient en retour. Et c'est pour ça qu'ils pourraient se sentir lésés, floués par le système. Mais il faut bien comprendre, les cotisations sont toutes mises en commun. Leur surcotisation sert en fait à financer les services de soins que leurs voisins les plus démunis ne pourraient en fait pas se payer autrement. C'est tout le principe de la solidarité nationale. Et cette solidarité nationale permet de faire des économies d'échelle monstrueuses. Si on met de côté l'aspect humain qu'on vient d'évoquer jusqu'avant et qu'on parle juste de l'aspect comptable économique, offrir gratuitement la santé aux plus démunis, c'est rendre plus riche tout le monde. Ça a un effet de prévention dont on sait qu'il est plus efficace que la guérison. Les gens bénéficient des soins en amont plutôt que d'attendre le dernier moment. Et ça fait moins de pathologies longues, d'affections longue durée, d'arrêts longs de travail. Ce qui permet donc d'avoir une population globalement en meilleure santé et donc plus à même de produire. Et donc à la fin, ça finit par stabiliser le système, l'économie française. L'assurance maladie agit comme une assurance. Si tout le monde est couvert, l'assurance maladie fait office d'un amortisseur qui prévoit contre les crises et les dépenses d'urgence. Et ces effets concrets d'infrastructure, ils s'observent empiriquement. Les pays qui n'ont pas de système d'assurance maladie, ils se démerdent moins bien économiquement. Ils ont plus de job lock, c'est-à-dire que les travailleurs restent dans leurs emplois sans particulièrement y participer, juste pour bénéficier de l'assurance. Ce sont des pays qui ont aussi moins d'innovation et moins d'investissement long terme au global. Et tout ça car leur population est en plus grande instabilité au niveau de la santé. Donc cet argument de « ouais, je surpaie la sécu pour des parasites qui en profitent », mais en fait, il tombe complètement à l'eau. Ceux qui profitent du système, en général, ce sont des travailleurs qui vont donc produire des richesses en France. Leur offrir la santé, c'est booster leur productivité globale qui va bénéficier à tout le monde, et même aux plus riches. Pour les retraites, c'est le même topo. On est passé d'un système, celui des retraites ouvrières et paysannes de 1910, qui était un système par capitalisation, à un système par répartition. L'objectif affiché étant double. 1. Baser le système de retraite sur un principe de solidarité intergénérationnelle plutôt qu'un principe d'accumulation individuelle. Et 2. Mettre en commun les retraites pour une meilleure répartition plus égalitaire de ces dernières. Et oui, parce que dans un système par capitalisation, un citoyen précaire, il a déjà probablement peu de capital, et de l'autre, le montant des retraites est trop faible pour lui assurer un rendement intéressant. Alors que de l'autre côté, un citoyen fortuné, qui a déjà probablement du capital, il va avoir aussi une retraite plus importante, qui va lui assurer encore plus un rendement intéressant. Le système de retraite par capitalisation agit donc pour l'exacerbation des inégalités sociales. Ce qui, en soi, ne pourrait pas être un problème, sauf qu'on parle d'un système de retraite. Donc en fait, c'est dramatique, parce que le retraité, par définition, il ne travaille pas. Donc il ne peut pas bénéficier d'un ascenseur social qui permettrait de corriger les inégalités de richesse. Il est cloué par le système de retraite. Mais vous inquiétez pas, on va en reparler de ce débat capitalisation-répartition. Mais l'idée que je voulais présenter, c'est que la Sécu agit comme une assurance sociale nationalisée. Elle agit comme un filet de sécurité pour l'ensemble des citoyens, ce qui en fait, de fait, la première politique de productivité de France. Et la deuxième grande force de la sécurité sociale, c'est qu'elle ne fonctionne pas comme une entreprise privée. Pas d'actionnaires à rémunérer, pas de comité de direction opaque. En théorie, elle est gérée collectivement par des représentants de la société française. L'assurance maladie, par exemple, repose sur un système de gouvernance paritaire entre les employés et les employeurs. Son objectif n'est donc pas de faire du profit, mais bien la santé publique et l'égalité d'accès aux soins, dans une logique de gestion sociale et démocratique. Alors oui, une gestion sociale et démocratique, ok, c'est bien beau tout ça, mais c'est en fait assez abstrait. Le vrai secret dans sa gestion, c'est son statut de monopole public. La Sécu fait une mise en commun des systèmes d'information, des moyens logistiques, des flux commerciaux et des ressources humaines. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait une gestion
planifiée de son économie, qui permet encore une fois des économies d'échelle gargantuesques. J'ai un exemple en tête pour ça, c'est celui du fonctionnement de la carte vitale. Dans un système strictement libéral, quand vous allez à l'hôpital pour un service de soins quelconque, on va vous tendre une feuille de soins qui va avoir 10 000 lignes comptables. Les différents biens, les médicaments utilisés, les services de soins administrés, le séjour lui-même, combien de temps vous avez passé au lit, peut-être même le ticket de parking, bref, 10 000 lignes comptables qui vont être probablement gonflées en termes de prix. Puis ensuite, vous allez voir l'assurance à qui vous avez payé un abonnement au préalable. Vous allez tendre la feuille de soins et peut-être qu'ils vont vous rembourser si les conditions sont remplies. Bref, ce sont des démarches longues, chiantes et coûteuses pour absolument tous les acteurs de la chaîne. En fait, soyons précis, l'efficacité, c'est le challenge numéro 1 à remplir pour les assurances et les mutuelles. C'est pas pour rien qu'elles dépensent des millions d'euros tous les ans pour des systèmes d'information ultra puissants et bien urbanisés. Alors qu'en France, quand vous allez à l'hôpital pour des soins quelconques, vous flashez votre carte vitale et c'est bouclé. Vos informations d'assuré et la fiche de soins sont envoyées directement à l'assurance maladie et à votre mutuelle. Puis ensuite, il ne vous reste plus qu'à payer le reste à charge. Je cite Wikipédia. Cette architecture permet la gestion automatisée de ces facturations de prestations de soins, tout en assurant un traitement plus rapide des dossiers de remboursement des frais médicaux, ainsi qu'une diminution des coûts de personnel par les caisses. Bon, mais mon argument, c'est pas simplement oh, c'est super, on a une carte électronique et des systèmes informatiques, du coup c'est plus efficace et moins cher. Les mutuelles se sont mises à la page, elles font déjà ça aussi. Par contre, ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est la démarchandisation. Le service de soins et sa valorisation n'ont fondamentalement pas besoin d'argent pour fonctionner dans un système planifié. L'informatique peut remplacer les transactions. Pour comprendre, prenons l'exemple opposé. Allons dans un système purement basé sur du soin de marché. Vous vivez à Libéraland et vous avez besoin d'un service de soins. Donc vous allez voir un hôpital à qui vous achetez ce service. Ce service, vous le payez par de la monnaie. Ensuite, vous envoyez le remboursement à une assurance privée à qui vous aurez souscrit un abonnement, à qui vous aurez payé l'abonnement. Et l'assurance va alors vous rembourser de l'argent. Pour organiser le marché du soin, il y a eu besoin d'avoir des transactions monétaires sur absolument toute la chaîne. Et les trois acteurs vont essayer de lutter pour leurs intérêts financiers propres. L'hôpital veut gonfler les prix du soin, l'assurance veut gonfler les prix de l'abonnement et réduire les remboursements, et le client, il veut payer le moins possible à l'hôpital et à l'assurance, mais bon, il l'a souvent dans le cul. Et ça, c'est sans compter la mise en concurrence des entreprises du soin qui les force parfois à adopter des stratégies prédatrices, voire pire, la mise en concurrence des patients à qui on dit ah non, mais vous n'avez pas assez d'argent, vous n'êtes pas rentable pour nous, donc on ne va pas vous livrer la prestation ou pas vous rembourser parce qu'on réserve ces services-là à nos clients les plus fortunés. Alors on rentre dans une logique de négociation constante pour l'évaluation du prix juste. Logique de négociation qui, à cause des intermédiaires, à cause des rapports de force, à cause des asymétries de pouvoir, est en fait globalement inefficace comparativement à une logique planifiée. Dans un soin planifié et démarchandisé, le patient est de facto remboursé sur la prestation de soins, qui est envoyée à un registre central. Le registre central regarde d'un côté quelles ont été les prestations de soins qui ont été données sur l'ensemble du territoire au global, et de l'autre, quels ont été les travailleurs, les acteurs de la santé impliqués sur toute la chaîne pour délivrer ces prestations. Il fait un match entre ces deux tableaux, et à partir de là, il peut calculer les cotisations à faire payer à l'ensemble de la société d'un côté, et de l'autre, la juste rémunération de tous les acteurs du soin. Et en bonus, puisqu'il y a un registre de toute la demande, il peut aussi planifier la production, savoir combien de médecins former pour l'année prochaine, ou investir, combien de machines acheter, ou les distribuer. C'est ça la puissance business d'une économie planifiée. On supprime les intermédiaires, marché, marchandises et monnaie, pour pouvoir planifier la production en fonction de la demande. Comme ça, on distribue équitablement les services et on rémunère justement les travailleurs de la chaîne. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Bon alors, ça claque dit comme ça, mais concrètement en France, on n'y est pas encore. Il y a plein de petites inefficacités résiduelles dans l'assurance maladie. Les prestats de soins, elles suivent une grille de prix
donc de la monnaie, de la marchandisation. D'ailleurs, le son, il est tarifié à l'acte carrément. Il y a encore du reste à charge qui persiste. Il y a un certain nombre de médecins qui sont encore en secteur 2, voire même déconventionnés, qui sont donc pas dans le système planifié. Mais l'idée globale est là et va me permettre de conclure cette partie. Grâce à ces forces-là, à cet objectif social non lucratif et à ce statut de monopole public qui en fait une économie planifiée, eh bien la sécurité sociale est en fait beaucoup plus efficace que ses homologues privés. Je sais que ça paraît fou dit comme ça, que ça paraît ultra surprenant, parce qu'en fait ça va à l'encontre de la doxa qui dit que la sécu est un enfer bureaucratique. Sauf que j'ai de quoi prouver mes dires. Alors que les frais de fonctionnement, c'est-à-dire les frais de gestion de l'assurance maladie s'élèvent à 3%, pour ces homologues privés, ces mêmes frais de gestion s'élèvent à 20%. Les complémentaires santé, quand vous cotisez 100 euros, vous cotisez 100 euros à la Sécu. Il y a 3 à 4 euros qui partent dans les frais de fonctionnement de la Sécu, ce qu'on appelle les frais de gestion. Donc payer le PC de la dame qui enregistre votre arrêt de travail, les salaires, le bâtiment, voilà, en gros. 3 à 4 euros sur 100 euros cotisés. Quand vous cotisez 100 euros à une assurance privée type AXA, par exemple, c'est 21 à 22 euros qui partent dans les frais de gestion. Il ne reste plus que 80 euros à rembourser pour les soins, contre 97 pour la Sécu. Comprenez bien, c'est 7 fois plus. C'est 7 fois plus cher. Parce qu'il faut rémunérer donc les salaires, nanana, ça ok, mais des salaires hors de prix pour des PDG, des actionnaires. Et comme toutes ces boîtes sont en concurrence, y compris les mutuelles, il faut rémunérer le coût de la concurrence. Donc payer des commerciaux, des marketeurs, voilà, du démarchage, etc. Tout ça, ça coûte cher. Mais genre pas un peu plus cher, 7 fois plus cher. Et oui, parce que la concurrence, ça a un prix, le prix du marketing, le prix des sales, et que de l'autre côté, les actionnaires, ils attendent bien leur rente, alors le privé, ça coûte cher. Et alors pour certains secteurs de l'économie, c'est moins un problème. La distribution en argent, en marché, elle permet l'organisation de la distribution des services. C'est ok pour les boulangeries, pour les restaurants, pour les imprimeries. Mais pour le secteur de la santé, c'est de l'inefficacité pure et simple face à une organisation planifiée. Et le problème aujourd'hui, c'est que la Sécu, c'est qu'environ 60% des remboursements. Et les mutuelles, 40%. Alors je sais qu'il n'y a pas que des AXA dans les mutuelles, il n'y a pas que des requins privés qui veulent se faire un maximum de rente. Il y a aussi des mutuelles sans actionnaires, mieux gérées, plus démocratiquement. Mais l'argument persiste. 40% des cotisations partent dans ce système sous-optimal, dont on sait qu'il pourrait se faire absorber par son homologue planifié plus efficace. Surtout qu'il y a un effet de cumul de l'efficacité dans la planification. Plus tout est planifié, plus tout rentre dans le système central, meilleurs sont les registres, meilleurs sont les datas, donc meilleure est la planification. Et la Sécu, c'est même une super mutuelle, parce qu'en bonus, elle arrive même à négocier avec l'industrie pharmaceutique pour faire baisser le prix des médicaments. On pense par exemple à l'insuline pour les diabétiques, vendue 20 euros en France contre 220 euros aux États-Unis. Ou l'Ozempic, vendu 80 euros en France contre 860 euros aux États-Unis. Ou encore à l'épipène d'adrénaline, indispensable contre les chocs allergiques, qui se vend en France 85 euros contre 550 euros aux États-Unis. Mais cessons de tergiverser, on va finir par conclure cette partie quand même. Ambroise Croizat et tous les autres fondateurs de la sécurité sociale ont créé ce que tous les milliardaires essaient aujourd'hui misérablement de reproduire. Une infrastructure sociable stable qui délivre des services avec une grande efficacité, même si ces services sont imparfaits, même si cette efficacité est elle aussi imparfaite. Infrastructure sociale qui est de la première politique de productivité de France, qui permet à la société tout entière de prendre des risques, d'innover, d'investir sans mourir d'un accident financier. Si on regarde avec un œil business, on est obligé d'admettre que la sécurité sociale, c'est une innovation économique radicale, avec une vision forte de ce que doit être l'organisation sociale en France. Mais la sécurité sociale n'est pas exempte de critiques. J'en ai déjà présenté quelques-unes dans ce chapitre, mais dans le chapitre suivant, on va s'attaquer à comprendre les deux grandes ombres au tableau qui menacent le fonctionnement interne de la sécurité sociale. Objectivement, les Français voient bien que le modèle il exprime des faiblesses. Ils observent que les cotisations sont très hautes et pourtant, quelque part, ils sentent que les services proposés ne sont pas à la hauteur de ces cotisations.
Alors on comprend facilement que le fonctionnement démarchandisé, présenté au chapitre précédent, est un parti pris politique énorme, très fort, qui va engendrer certaines contradictions internes. Ce qu'on va faire dans ce chapitre, c'est qu'on va essayer de synthétiser, de dépasser ces contradictions internes et d'offrir une réponse au débat. Le modèle social français est-il à bout de souffle ou pas? Alors avant toute chose, le problème est éminemment multifactoriel. Ça, c'est clair. Et il requiert qu'on distribue du pouvoir politique aux travailleurs du soin pour qu'eux-mêmes puissent régler ces problèmes et réformer les institutions de l'intérieur. C'est sûr. Mais une pièce majeure du puzzle des problèmes de l'assurance maladie en France, c'est en fait tout simplement le nombre trop faible de médecins en France. Presque toute la France est un désert médical. Il y a des régions de France où certaines spécialités n'existent tout simplement pas, où des hôpitaux ferment des lits, où on attend des heures aux urgences et où il est impossible de trouver un médecin traitant. Et ce problème, c'est en fait la conséquence directe d'une décision politique qui a été prise il y a 55 ans, qui est le numerus clausus. Le numerus clausus, c'était un quota d'admis au concours de médecine qui a été mis en place par l'État en 1971 et qui a été supprimé récemment en 2020. Il a été poussé par le syndicat autonome des enseignants en médecine en réaction aux manifestations étudiantes de mai 68. Et à la base, ce numerus clausus, il affichait plusieurs objectifs, certains liés à des contraintes économiques et d'autres liés à la formation des médecins. Limiter le nombre de prescripteurs afin d'alléger les dépenses de la sécurité sociale, limiter la concurrence de façon à garantir aux professionnels en activité une quantité de travail suffisante pour vivre, et limiter le nombre d'étudiants afin de maintenir un certain prestige de la profession et de rétablir l'ordre. Ça commence à puer, vous trouvez pas? Oui, parce qu'avec une certaine naïveté, on pourrait se dire que mais les objectifs de ce numerus clausus étaient en fait tout à fait nobles. Mais avec des yeux marxiens, aguerris comme les miens, on voit bien un problème. On voit instantanément que la SAEM revêt dans sa ligne un caractère conservateur, que ses objectifs, c'est pas d'améliorer l'efficacité du système de soins, mais bien de maintenir un certain ordre social. Et donc la SAEM va entreprendre des actions qui vont toujours plus renforcer le numerus clausus entre les années 70 et les années 2000, jusqu'à atteindre en fait un minimum durant les années 80. Les arguments mobilisés étant évidemment la maîtrise des dépenses de santé et le contrôle de la surproduction de médecins. Sauf qu'il n'y a jamais eu de surproduction de médecins. Un médecin admis au concours, ça prend 10 ans à être formé. Et on a commencé à voir les effets de la désertification médicale en 90, 10 ans après les années 80. Vous commencez à faire le lien? Le numerus clausus a causé artificiellement une pénurie de médecins avec un effet de retard de 10 ans. Alors évidemment, on ne pouvait pas s'en rendre compte à l'époque, parce qu'il y avait assez de médecins. Sauf qu'aujourd'hui, on se prend le problème en pleine gueule, et du coup, on a supprimé vite le numerus clausus. Mais du coup, avec 10 ans de retard. Donc le problème, il va se stacker pendant 10 ans encore. Il va se stacker car la population française vieillit en proportion et a donc besoin de plus de soins. Et la population des médecins vieillit aussi. On a des médecins de plus en plus vieux qui donc partent à la retraite. Et on a aussi moins de médecins à cause de la pénurie qui peuvent former des étudiants en médecine. Donc on ne peut pas juste produire des nouveaux médecins. Aussi, puisqu'il n'y a pas assez de médecins, alors chaque médecin il a une charge de travail gigantesque sur ses épaules. Et du coup, il fait des horaires pas possibles, donc ils sont fatigués, donc le son est de moins bonne qualité, ils partent en burn-out, et donc on a moins de médecins, et donc on a plus de charges pour les médecins restants, bref. C'est tout plein de cercles vicieux. Il y a plein de cercles vicieux qui accentuent la pénurie de médecins, qui rendent compliquée la production de nouveaux médecins, et ça va faire que le problème ne va pas s'endiguer tout seul. Et ce numerus clausus, il a eu plein de conséquences négatives, dont 2 en particulier. Évidemment, il n'y a pas assez de médecins, donc le service est fortement dégradé, avec des attentes, des délais, des refus, l'absence de certaines spécialités, des mauvaises conditions d'accueil, des hôpitaux surchargés, des consultations faites à la chaîne, etc. Mais le deuxième problème, plus sournois, c'est que ça met le médecin en position de force dans les négociations avec l'État et avec les patients. Donc ça permet le développement des dépassements d'honoraires. Beaucoup de médecins qui sont secteur 2 ou déconventionnés facturent leurs services au-delà du prix prescrit par l'assurance maladie. Alors souvent, c'est des montants faibles, couverts par les mutuelles, qui servent juste à garantir aux praticiens un bon niveau de vie. Mais parfois, pour des spécialités qui ont pignon sur rue, on parle de montants exorbitants.
Un cancérologue, par exemple, en moyenne, ça déclare 225 000 € de bénéfices nets annuels, soit 18 000 € par mois. Alors qu'on soit bien clair, je suis personne pour dire s'ils sont trop payés ou non. C'est pas mon rôle. Ils ont des vies humaines en jeu, c'est un travail absolument essentiel dans une société. Et il faut déterminer collectivement, que ce soit patientèle et travailleurs du soin, quelle est la juste rémunération des médecins. Mais l'assurance maladie veut démarchandiser et planifier le soin pour le proposer au prix le plus juste possible pour la patientèle. Donc évidemment, une pénurie artificielle de médecins, ça coince. Faisons un exercice simple. Imaginons 2 systèmes de soins différents, un libéral, un planifié, avec leur modalité de formation de médecins propres, mais qui gardent en même temps une barrière à l'entrée élevée. Soit on reste cohérent avec une sécurité sociale planifiée, donc là on garde le concours, on planifie toujours la formation des médecins en fonction de la demande, et non pas en fonction de la concurrence ou du prestige. Soit on assume le marché du soin, pas de sécurité sociale, pas de planification, mais dans ce cas-là, on supprime aussi les mécanismes qui entretiennent artificiellement la rareté. Pas de numerus clausus et même pas de concours non plus. On passe à un examen. Une pure sélection basée sur la compétence et non pas sur la planification de la production. Et on laisse la concurrence entre médecins s'occuper de l'ajustement des prix. Mais là, actuellement en France, on paye les pots cassés d'une politique entre deux. Un mix public-privé néolibéral qui ne répond pas à la demande de soins d'un côté et qui entretient artificiellement la pénurie de médecins et qui ne laisse pas la libre concurrence de l'autre. Donc à la question « Pourquoi est-ce que le système de soins français part en lambeaux ?», oui, la réponse est multifactorielle. Mais elle pourrait commencer par « Il y a un demi-siècle, une corporation conservatrice a préféré ses intérêts de classe propre à l'intérêt commun promu par l'assurance maladie. Elle a donc organisé une pénurie artificielle de médecins qui a dégradé le service et l'a rendu trop cher. » Et ça veut dire un truc plus profond. On entend certains politiques nous dire ouais, l'assurance maladie, la santé, ça coûte trop cher, donc il faut passer dans un système de marché, un système libéral. Mais le système libéral, il va pas créer des nouveaux médecins ex nihilo. Donc en fait, si on passe tout de suite de l'assurance maladie à un système libéral, ça va coûter plus cher. Ça va coûter plus cher parce qu'on va payer le coût de la concurrence et le coût des dividendes, et que donc les frais de fonctionnement, qui sont aujourd'hui à 3%, vont augmenter. Mais les frais du soin, eux, ne vont pas diminuer, ça n'est pas possible. Il n'y aura quand même pas assez de médecins, ça ne va pas changer. Voire même les médecins, ils vont peut-être demander à être rémunérés plus, donc peut-être que le soin va coûter encore plus cher. Bref, vous l'aurez compris, on ne pourra pas régler le problème du soin trop cher en France avec un système libéral. On ne pourra que l'empirer en faisant ça, c'est complètement débile. Mais assez parlé de la santé, on va maintenant parler du deuxième grand problème qui se profile pour la sécurité sociale, les retraites. Oui, mais le système par répartition, c'est une pyramide de Ponzi, un déséquilibre dans la démographie et finit par s'effondrer. Ben non, en fait, parce qu'il y a des augmentations de la productivité qui compensent ces déséquilibres démographiques, donc à la fin ça finit par se compenser. Et en plus, le système par capitalisation, il est basé sur les marchés, donc ça fluctue, donc c'est incertain, alors que les retraites par répartition, c'est qu'un flux, donc c'est plus sûr. Ben non, la répartition c'est tout aussi risqué en fait, parce que ta retraite par répartition future est en fait dépendante de la production future, donc c'est aussi incertain. Ce débat-là, il est extrêmement intéressant. On pourrait parler des heures de l'importance du système par capitalisation dans le développement industriel, puis la mise au point du système par répartition qui a supplanté le système précédent et qui a permis de grandes avancées sociales. On pourrait aussi parler de ces systèmes sous un angle plus ingénierie. Quelles sont les propriétés mathématiques, économiques de chaque système? Peu importe, c'est pas ce dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Et j'affirme même que ces débats-là, concrètement en termes de direction globale de l'économie, s'en bat un peu les couilles en fait. Et ce pour deux grandes raisons. Le premier point, c'est que les retraites actuellement, matériellement, c'est déjà un mix répartition-capitalisation. Les Français bénéficient par défaut du système par répartition, ils bénéficient par défaut du système de retraite de la sécurité sociale, mais certaines entreprises proposent des plans d'épargne retraite. Et la plupart des Français ont des PEA ou des assurances-vie dans lesquelles ils achètent des produits financiers précisément pour s'assurer un complément de revenus dans le futur. Ces mécanismes, c'est déjà de la capitalisation pour une retraite future. Les Français, spontanément, capitalisent pour leur retraite. On a déjà un système mixte. Et le deuxième point, plus intéressant, c'est que
aucun des deux systèmes n'est capable d'adresser le problème du changement démographique. Quand la population vieillit, il y a mécaniquement moins d'actifs pour assurer la production en proportion, mais tout autant de consommateurs. Même si les travailleurs deviennent plus productifs, la production peut ne pas suivre la demande des bénéficiaires, ce qui réduit la part de richesse disponible par personne. Alors en répartition, le problème est immédiatement visible. Moins d'actifs pour plus de retraités, ça veut dire qu'il y a deux alternatives en gros. Soit il va falloir baisser le montant des pensions, soit il va falloir augmenter le montant des cotisations. Et en capitalisation, le problème il est toujours là, il est juste plus insidieux. Oui, les retraités, ils ont fait leur capital qui leur rapporte plus d'argent. Mais ce capital, il ne sert qu'à donner le droit d'acheter pour la production future. Et si cette production future, elle est contrainte par le nombre de travailleurs, s'il y a moins de travailleurs, donc moins de production dans le futur, eh bien alors l'abondance monétaire des retraites capitalisées se traduit par une hausse des prix. La capitalisation est tout simplement compensée par des effets d'inflation. Les deux systèmes souffrent tout autant du problème du vieillissement de la population. Si on sort rapidement son nez de l'économie classique pour prendre une vision plus globale, plus large, si on sort des problèmes de la valeur d'échange, de la monnaie, de la finance, et qu'on regarde ce qui compte vraiment, la valeur d'usage, la production et le travail qui a été nécessaire à cette production, alors on identifie immédiatement le problème. Un vieillissement de la population équivaut à moins de travailleurs, donc moins de production pour tout autant de consommateurs. Finalement, c'est ça le cœur du sujet, c'est pas le débat capitalisation-répartition, non. C'est un sujet beaucoup plus philosophique et politique qui nous attend. Quelle portion de la production sommes-nous prêts, en tant que collectif, à donner à ceux qui ne peuvent pas participer à cette production? Personnellement, je l'admets, j'ai pas la réponse à cette question. Je pense que les fruits de la production reviennent de droit à ceux qui ont participé à cette production. Mais en même temps, je suis un humaniste, je comprends que l'objectif final de cette production, c'est l'humain. C'est reproduire nos conditions d'existence et améliorer l'appareil de production pour améliorer la productivité, pour avoir de plus en plus de richesses, pour améliorer notre qualité de vie. Et améliorer notre qualité de vie, c'est aussi travailler moins longtemps, travailler moins vieux, avoir plus de temps libre pour s'occuper de nos aînés. C'est pour ça qu'il faut qu'on se pose en tant que société, qu'on réfléchisse à cette question. Quel pourcentage de la production sommes-nous prêts à céder aux retraités? Ce qui me permet de conclure sur cette partie, sur ces deux grandes zones qui menacent à la fois la santé et les retraites, qui menacent la sécurité sociale dans son ensemble. Ce sont deux critiques tout à fait légitimes et qui vont demander un investissement politique et philosophique collectif très important pour les régler. Le problème, c'est que ces deux critiques de la sécurité sociale, elles étaient honnêtes, ce qui n'est pas le discours dominant. Cette institution est aujourd'hui attaquée par des forces vicieuses et puissantes de toutes parts. La première grande force d'opposition qui attaque la sécurité sociale, c'est tout simplement la classe politique dominante, la classe macroniste, la classe néolibérale. Cette même classe au pouvoir depuis bientôt 40 ans, je le rappelle, organise le déficit de la Sécu pour pouvoir justifier son démantèlement. La stratégie est simplissime. Ils poussent des exonérations de cotisations patronales qui vont à leur tour creuser le déficit parce que ces allègements, ils pèsent dans le budget de la sécurité sociale. Tous les ans, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros en moins pour les recettes. Absence de recettes qu'ils font ensuite compenser par l'État, mais uniquement partiellement et avec du retard, et qu'ils font aussi et surtout compenser par de la dette. On en reparle juste après. Résultat, la sécurité sociale apparaît structurellement déficitaire, ce qui devient un argument politique pour réduire les remboursements, augmenter le reste à charge et pousser vers des complémentaires privés. À cause de ça, on assiste à un mouvement de financiarisation de la sécurité sociale, à l'opposé complet de sa vision d'origine. Et au centre de cette financiarisation, la dette. La dette, le trou de la Sécu, qui je rappelle est généré artificiellement, agit comme cheval de Troie de la financiarisation. Quand la sécurité sociale a besoin d'argent, elle emprunte, elle émet des obligations. Ces obligations sont achetées par des banques, des fonds d'investissement, des assureurs, parfois même des institutions étrangères, pour financer la sécurité sociale. Et en échange de leur argent, l'émetteur, la Sécu, promet deux choses.
rembourser le capital à une date donnée, c'est-à-dire l'échéance de l'obligation, et verser des intérêts réguliers pendant toute la durée de l'obligation, c'est-à-dire le coupon. Autrement dit, la dette publique devient un produit financier, un actif sûr, stable sur les marchés, qui peut être acheté et revendu. Et donc plus la Sécu s'endette, plus elle dépendra de ses créanciers, et plus elle voudra orienter ses politiques pour rassurer ses créanciers. Et comment est-ce qu'on fait pour rassurer un créancier ? Eh bien on montre qu'on peut rembourser, donc on essaie de performer économiquement. La CADES transforme une question politique, qui paie, en une question financière, comment rembourser ? Donc la Sécu se retrouve à trahir ses objectifs sociaux pour poursuivre cette inexorable logique de profit. On passe d'un modèle de solidarité à un modèle de créance. Et quelles sont les conséquences de ce changement de modèle ? Un changement de gestion de la sécurité sociale, sous pression de forces économiques. Alors que l'institution devrait être gérée par ses travailleurs, on fait face à une véritable mise sous tutelle technocratique et austéritaire. L'assurance maladie est l'exemple le plus flagrant. Les logiques comptables remplacent les logiques métiers. On remplace le soin par des quotas, des logiques chiffrées, de la tarification à l'acte, de la réduction des coûts. En fait, la Sécu, même si elle reste publique, à cause de cette financiarisation, elle suit une logique de développement privé. Alors même que son statut juridique de monopole public devrait lui permettre de dépasser cette perspective comptable médiocre. Son statut devrait lui permettre de fonctionner différemment. Et c'est pas que la sécurité sociale en interne qui pousse cette logique du privé. Il y a des passagers clandestins, des petits rongeurs qui essaient de gratter le système de soins comme ça pour essayer de se frayer une place dans le marché du soin. Ce sont les assurances privées. Les complémentaires santé profitent de l'existence de la Sécu. Pendant que cette dernière couvre tous les soins, même les plus lourds, même les plus risqués, les premières, ces institutions privées, elles ont le choix. Elles peuvent sélectionner et capter uniquement les soins les plus rentables. Et plus la Sécu se retire, plus leur marché augmente en taille. Elles ont un intérêt structurel à l'affaiblissement de l'assurance maladie. Elles se présentent comme complémentaires, mais derrière, il y a des intérêts, des forces politiques et économiques véreuses qui voient dans le soin une opportunité business, un moyen supplémentaire de se faire une rente. C'est le cas d'école de la socialisation des coûts et de la privatisation des gains. Les assurances privées agissent dans l'intérêt du néolibéralisme en tuant la sécurité sociale et en se présentant comme l'alternative. Ce qui, rappelez-vous, est de la poudre aux yeux. On a vu avec les frais de fonctionnement évoqués plus tôt. Et avec toutes ces attaques viennent l'ultime infamie dont est victime la sécurité sociale, qui est son traitement médiatique. On voit la sécurité sociale toujours comme un coût, et jamais comme la richesse sociale qu'elle est. Jamais elle n'est présentée comme un investissement productif. Jamais elle n'est présentée comme une infrastructure économique, comme peuvent l'être les routes, l'énergie ou l'éducation. Elle est systématiquement présentée comme une charge. Et alors cette doxa crée un autre discours en France qui vient en opposition complète à la vision solidaire de la sécurité sociale, qui est la segmentation de classe. On oppose les actifs et les inactifs, les jeunes et les vieux, les travailleurs et les chômeurs. On oppose ceux qui cotisent et ceux qui profitent. Cette segmentation détruit le sentiment de solidarité nationale qui est un des piliers de la sécurité sociale. On tombe en fait dans le discours pénuritaire classique du capitalisme. Oh mais il n'y en a pas assez pour tout le monde, il faut rationner, certains vont être laissés sur le banc. Donc il faudrait diminuer la force de la sécu, c'est mécanique. Mais tout cela est complètement faux. La sécurité sociale est un système diablement efficace pourvu qu'on s'en donne les moyens collectivement pour soutenir ses ambitions. La segmentation de classe fait oublier que tout le monde est bénéficiaire de la sécurité sociale à un moment dans sa vie. Quand on est jeune, quand on est vieux, quand on a un arrêt de travail, c'est la meilleure arme qu'ont les néolibéraux pour détruire cette richesse collective qui, fut un temps, faisait la renommée de notre pays à l'international. En fait, et ça va me permettre de conclure, on assiste concrètement à un conflit de classes invisible. La Sécu est une richesse collective, c'est un mécanisme de redistribution directe sans intermédiaire. Elle réduit la dépendance des travailleurs au marché et elle affronte directement le capital et sa logique de rente. Donc elle est structurellement attaquée par ses intérêts dominants. Contrairement à ce que l'on peut entendre, la Sécu n'a pas un problème de gestion, elle a un problème de pouvoir. La sécurité sociale n'est pas en crise, elle est en siège.
Et un système en siège finit toujours par sembler dysfonctionner. Mais il est possible d'inverser la tendance. Si des politiques essayent d'appauvrir les travailleurs en s'attaquant à la sécurité sociale, alors on peut s'unir. On peut tous ensemble porter un projet politique qui la met au centre des préoccupations et qui souhaite la transformer en profondeur. Le premier combat à mener étant un retour aux ambitions sociales de la Sécu, en combattant sa financiarisation. Il ne faut pas avoir peur du trou de la Sécu. C'est pas comme le déficit de l'État qui est un déficit structurel. Là, c'est plutôt une dette résiduelle, organisée, causée par une diminution artificielle des recettes. On pourrait recouvrir le trou de la Sécu si on annulait ces exonérations. Faire ça, ce serait faire payer ceux qui ne payent jamais. Depuis 10 ans, ces exonérations ont enrichi les plus riches, les ont laissés se reposer sur leur rente pendant que les travailleurs ont eu à charge, grâce à leurs cotisations, de financer la sécurité sociale. Oui, parce que ce sont majoritairement les cotisations sociales qui financent la Sécu. Et dans les cotisations sociales, j'inclus aussi les cotisations patronales. C'est pas parce qu'il y a patron dans le nom que c'est l'employeur qui la paie. La cotisation patronale, elle est soustraite du total versé par l'employeur pour former le salaire brut. C'est donc une ligne en moins sur le salaire, sur la rémunération du travailleur. C'est donc une cotisation sociale payée par le salarié. Donc il faut arrêter ce gaslight de ouais, les cotisations patronales elles sont élevées donc les patrons y paient. C'est pas les patrons qui la paient, c'est bien les travailleurs. Les patrons, ce qu'ils paient, c'est les cotisations déduites des rentes, c'est-à-dire des ventes de capital et des dividendes. Bref, fin de cet aparté, la définanciarisation, ça permettrait deux choses. Les caisses de la sécurité sociale pourraient redevenir des lieux d'autogestion populaire et démocratique, dirigés collectivement par les cotisants, mais aussi directement par les travailleurs du soin, les travailleurs de la retraite, les travailleurs du social. Et le deuxième point, c'est qu'on mettrait fin à la tutelle technocratique opaque. La sécurité sociale n'est pas une entreprise médiocre, court-termiste, gagne-petit qui essaye d'extraire un maximum de plus-value. Non, c'est une institution nationale dont le but est de distribuer un maximum de valeur à tous. Il ne faut pas chercher à en réduire les services pour en réduire les coûts. Non, au contraire, il faut faire l'inverse. Il faut créer des budgets sur mesure en fonction des nécessités. Les moyens doivent se montrer à la hauteur des besoins, pas l'inverse. Mais on pourrait aussi imaginer des réformes profondes de son fonctionnement à la Sécu. L'argument étant toujours le même, la Sécu est la première politique de productivité du pays. Alors il faut assumer ce parti pris à 100% pour les caisses actuelles. L'assurance maladie doit passer au 100% Sécu, avec une revalorisation des rémunérations des travailleurs du soin pour à la fois leur garantir un bon niveau de vie et fournir le service au prix le plus juste pour la patientèle. Ainsi, on bénéficie du meilleur des deux mondes, une autogestion démocratique promise par la médecine libérale, mais subsumée dans une planification globale plus efficace. Mais surtout, ce qui pourrait être super intéressant, c'est qu'on pourrait étendre la sécurité sociale à d'autres secteurs de l'économie pour faire face aux crises actuelles. Créer une sécurité sociale du logement qui viendrait démarchandiser l'immobilier. Sortir de la logique de la rente pour faire revenir le logement à sa fonction première qui devrait être sa fonction unique, offrir un toit à celui qui jouit du bien. Avec une telle politique, on pourrait garantir des loyers, mais aussi des prix d'achat beaucoup plus justes. Mais aussi, on pourrait créer un système de logement d'urgence beaucoup plus robuste que le système actuel. Et ça permettrait, même si c'est insuffisant, de lutter contre la crise du sans-abrisme aujourd'hui en France. On pourrait créer une sécurité sociale de l'alimentation, déjà en expérimentation, qui inclurait aussi l'agriculture dans une logique de souveraineté alimentaire totale. Commençons par l'agriculture. Nous planifierons à la fois la production et la distribution des biens alimentaires, ce qui permettrait de lutter contre la crise de l'agriculture actuelle. Coincée entre les logiques de rente et de libre marché, l'agriculture française étouffe aujourd'hui les ouvriers agricoles qui font des heures pas possibles pour des revenus absolument misérables. Et ce, majoritairement à cause d'innombrables intermédiaires qui font leur beurre sur la chaîne de distribution, mais aussi à cause de l'agriculture internationale, plus concurrentielle, qui n'est pas obligée de se plier aux mêmes normes que notre agriculture nationale. C'est une crise que même le protectionnisme a du mal à régler. Alors je propose une autre solution. Sortons la production agricole de la logique de rente aujourd'hui promue par de grands lobbies agro-industriels.
voire même sortons là directement de la logique marchande. Une production alimentaire planifiée permettrait à la fois de valoriser l'agriculture française face à la compétition internationale, mais aussi de contrôler toute la chaîne de distribution, ce qui permettrait une juste valorisation des agriculteurs français. Maintenant, sur la sécurité sociale alimentaire spécifiquement. Elle permettrait de protéger les normes et standards qui font la qualité de notre production agricole et qui sont aujourd'hui falsifiés et attaqués par de puissants lobbies agro-industriels. Elle permettrait aussi aux revenus les plus modestes d'avoir accès à une nourriture de qualité au prix le plus juste. Même si évidemment le problème de la malbouffe ne se résume pas à la simple variable du prix. Et là, avec toutes ces idées d'extension de la Sécu, on se rend compte que ce serait un chantier absolument titanesque. Ce serait une transformation extrêmement profonde qui demanderait beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Il faudrait en fait orienter la force de travail de beaucoup des travailleurs français dédiés à ces transformations de la Sécu. Mais souvenez-vous, à la sortie de la guerre, la sécurité sociale, c'était aussi déjà un chantier titanesque. Pourtant, c'est advenu. C'est advenu et ça a apporté sa gloire à la France jusque dans les années 80, grâce à une planification efficace et à des investissements publics massifs. On pourrait s'organiser pour refaire le même tour de force. Imaginez, avec des Français globalement plus formés que leurs aînés, avec plus de capitaux, des meilleurs moyens logistiques, des meilleurs moyens de systèmes d'information, des meilleures ressources humaines. On pourrait faire ce tour de force. Vous les regardeurs, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes dans la boucle entrepreneuriat, business. Alors plutôt qu'un d'investir votre temps, votre énergie, votre travail dans un projet personnel, individuel, qui ne va peut-être pas marcher et qui va servir qu'à vous créer une rente, est-ce que vous ne voulez pas plutôt vous investir pour un projet qui vous dépasse? Est-ce que vous ne voudriez pas changer le système? Innover dans cette institution qui fait la colonne vertébrale du pays? Eh bien, je vous le dis, l'entrepreneuriat au sens large, la création de projets innovants, ne doit pas servir la capitalisation et le marché libre. Elle doit servir le renfort de l'économie planifiée, pour avoir une économie globalement plus efficace et plus sociale. Soutenons avec fermeté la sécurité sociale. Travaillons pour elle, travaillons pour son développement. Mettons-la au cœur d'un projet politique fort, avec une vision grandiose qui nous permettra de lutter contre les crises économiques actuelles. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Après cette fine analyse SWOT de la sécurité sociale, et oui, il s'agissait bien d'une analyse SWOT, vous vous êtes fait berner. Car oui monsieur, nous, à la Noumen Corporation, nous faisons tout pour distribuer de la valeur à nos regardeurs. Bref, après cette analyse, on peut enfin donner une vue d'ensemble de la sécurité sociale d'un point de vue économique. Son fonctionnement unique, très avant-gardiste, de démarchandisation, planification des services, qui suit une logique collective, ça lui offre des avantages très concrets. Par sa logique collectivisée, de mise en commun de tous les acteurs du soin, elle peut aussi mettre en commun toute la logistique, tous les systèmes d'information, les ressources humaines, etc., qui sont nécessaires au fonctionnement de ses prestations, et qui lui permet donc une plus grande efficacité. Par son statut de monopole, aucune dépense n'est allouée aux frais de compétition. Dans cette institution, le marketing, la publicité, la vente ont en fait une place minimale. Par son statut de monopole public, toutes les dépenses sont allouées au service et aucun centime ne va dans la rente de potentiels actionnaires. Et ça permet à la sécurité sociale de vraiment assurer ses objectifs sociaux au prix le plus juste possible. Il en résulte une institution dont les frais de fonctionnement sont au plus bas comparé à ses homologues privés qui suivent une logique de marché. Mais ici, dans la caverne du Noumen, nous ne sommes pas dogmatiques. Nous prenons en compte les faiblesses intrinsèques du système et les critiques que l'on peut lui adresser. Ça se manifeste par des problématiques internes, le manque de médecins, qui rend les services de l'assurance maladie trop chers et moins qualitatifs, mais aussi le problème démographique qui menace le système de retraite dans son ensemble. Mais ça se manifeste aussi par des problématiques externes. La sécurité sociale, comme n'importe quelle institution économique, est en fait porteuse d'une vision du monde. C'est en fait aussi
une force politique. Une force politique qui s'inscrit dans une lutte acharnée entre différentes classes, entre des forces politiques très rudes. Tous les ans, des budgets successifs passent qui sont destinés à affaiblir cette sécurité sociale. Ce qui d'un côté renforce le discours dominant qui la critique et de l'autre redonne du terrain à ces institutions privées qui voient dans la santé, dans les retraites, dans les branches de la sécurité sociale de potentiels marchés pour se créer une rente future. Il y a aussi le problème de la dette de la sécurité sociale qui financiarise son fonctionnement et le problème de sa gestion très comptable, très austéritaire qui, plutôt que de faire des investissements pour de meilleurs services, ne cherche qu'à réduire les coûts à chaque fois. Cependant, tout n'est pas perdu. Il n'engage que nous de porter la sécurité sociale comme véritable projet de société. Assumer la planification économique et la démarchandisation qu'elle propose. En défendant ces différentes caisses face aux vautours néolibéraux austéritaires, en se positionnant pour un soin 100% sécu et en imaginant une extension de cette dernière à d'autres sujets économiques, avec un vrai engagement en tant que travailleur prêt à transformer cette institution de l'intérieur, institution révolutionnaire depuis sa genèse, qui porte une glorieuse vision sociale. Je vais même aller plus loin. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez que je pense que ce genre d'institution est l'avenir de l'entreprise avec un grand E. Les entreprises, dans un marché libre, ont cette tendance naturelle à finir en situation de monopole et d'oligopole à force d'absorber leurs concurrents. Elles deviennent des superstructures ultra performantes grâce à la mutualisation des ressources et à la planification de la production. Et grâce à cette organisation même, elles trompent le marché libre. Soit la barrière à l'entrée dans la production est trop importante pour qu'un concurrent puisse apparaître, soit leur ultra-performance leur sert d'avantage injuste qui leur permet d'absorber toute initiative de concurrence, soit elles organisent carrément des marketplaces pour inclure leurs concurrents dans une logique de coopération, pour les absorber dans leur propre planification. Et dans l'idée, c'est une bonne chose. Une production plus efficace, mieux réglée sur la demande, avec un prix le plus juste pour le consommateur. Le problème est bien que ce sont des monopoles ou oligopoles privés. Ils pourront juste augmenter les prix ou diminuer la qualité du service et personne ne pourra rien dire parce que les concurrents ne peuvent pas apparaître. Et aussi, ils sont toujours dans une logique de profit, de maximisation de la rente pour les actionnaires. Donc, ils exploitent mécaniquement leurs travailleurs. Mais enlevez ce profit et vous obtenez le meilleur des deux mondes. Une production ultra efficace car planifiée, mais détenue par les travailleurs, donc sans exploitation. C'est ça la force des monopoles publics. Donc ça me permet de répondre à ce discours qui critique les monopoles privés d'une manière assez réactionnaire et qui dit les monopoles, c'est pas du vrai capitalisme, c'est pas du vrai libéralisme. Et si on renversait la logique, est-ce qu'il ne serait pas temps d'accepter que le marché libre a fait son temps, que les monopoles, oligopoles finissent mécaniquement par apparaître et par se construire avec le fonctionnement naturel du libéralisme, que ces monopoles prouvent l'efficacité supérieure de la planification économique sur l'organisation par le marché, que prôner l'austérité, un retour à la libre concurrence, est en fait une illusion naïve et rétrograde qui nous fait faire un pas en arrière dans l'histoire du développement économique. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'inspirer du modèle de la sécurité sociale, la regarder dans les yeux, avec ses qualités et ses défauts, penser à un renouveau de nos paradigmes économiques pour aller vers plus de progrès social, donc plus de progrès humain, transformer les monopoles privés en monopoles publics, dirigés collectivement par les travailleurs, voir ce mouvement comme l'évolution naturelle de l'entreprise capitalistique, naturelle car plus efficient, et voir ça comme le prochain grand pas dans le développement économique de nos sociétés. Je vous laisse méditer sur ces questions et vous remercie pour votre attention. Nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo qui parlera plus de sociétal cette fois-ci.